de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre podcast de femme à femme. Elle m'avait manqué. Elle m'a manqué. Elle me manquait. Est-ce qu'il faut que je conjugue tous les temps? Je vous ai déjà parlé de l'admiration que j'ai pour sa façon de disséquer sa vie. Et c'est un nouvel épisode que nous allons aborder aujourd'hui. Give it up for Sylvia. Bonjour Sylvia. Waouh, toujours un accueil incroyable. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Vraiment. Plaisir partagé, vraiment. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va. Bon, voilà, on a connu mieux, mais ça va. Ah là là, qu'est-ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui, Sylvia? La tranche de vie qu'on va aborder et que j'ai envie de partager avec toi et les auditeurs, c'est la situation de burn-out que j'ai connue de manière professionnelle, qui a cristallisé beaucoup de choses chez moi et qui m'a fait douter. Enfin, on en parle très très peu, le burn-out, c'est quelque chose de... D'ailleurs, je ne sais pas même ce terme-là. Hein. En fait, je ne sais pas quand remonte l'utilisation de ce terme, qu'on emploie de plus en plus souvent. Hein. Mm-hmm. On a de plus en plus conscience qu'il y a un problème au travail, qu'il y a de la souffrance. Peut-être Oui. pas un problème, en tout cas, en fait, découlant du problème, des souffrances au travail. Et ce terme de burn-out, je ne sais pas à quand il remonte. C'était il y a combien de temps, ce burn-out? C'était en... Alors, mes filles sont nées en 2011 et 2012. Donc, c'était en 2012. Ina avait quelques mois. 2013. Oui, parce que quand on a parlé de la maternité, tu nous parlais justement du fait que tu travaillais beaucoup. C'est ça. J'ai enchaîné mes bébés dans des situations professionnelles intenses. Voilà. Et avec l'énergie que j'avais à l'époque, hein, parce que j'étais une femme carriériste. Enfin, je suis une femme carriériste, je parle le passé. Et beaucoup plus en tout cas... Mais tu gères ta carrière différemment, Absolument, on va dire. voilà. J'étais... en tout cas, voilà, j'avais une volonté d'obtenir des biens matériels. Donc, je voulais vraiment avoir une situation qui me le permette. Donc, je me donnais les moyens. Pour revenir un petit peu sur les nombreux épisodes de ma maternité et de mon rôle de maman, j'ai eu mes deux petites filles de manière très rapprochée, comme tu le sais, à quelques mois de distance. Raphaël est arrivé en 2011. Et alors, quand Raphaël est arrivé, j'ai très rapidement, en fait, enchaîné un poste à responsabilité. C'est-à-dire que en 2011, voilà, Raphaël est arrivé en avril. J'ai postulé en février, d'accord. J'avais mon entreprise, j'étais enceinte, j'étais vraiment dans une situation de sommeil, hein, parce que mais j'aspirais à reprendre une activité de salarié. Donc j'ai postulé sur un poste que je vois de mon emploi, je vois un poste de responsable d'agence, et j'envoie mon CV timidement en me disant, bon, au cas où, mais dans tous les cas, vu que je suis pleine et enceinte, on ne me recevra pas tout de suite. J'envoie mon CV en février et je suis contactée au mois de mars. Et donc, je précise bien évidemment au téléphone, quand j'ai la personne qui me contacte, je lui explique que je suis enceinte. Et de fait que, voilà. Elle me dit, il n'y a aucun problème, en tout cas, on est vraiment très motivés par votre CV et on souhaite quand même vous rencontrer. C'est OK, je dis, OK. Donc je débarque avec mon gros ventre à l'entretien, tout se passe bien. Je rencontre ensuite, les semaines suivantes, le président, directeur général de la Martinique qui se déplace. Enfin, je passe par toutes les étapes du recrutement. Et on me dit, à peu près au mi-avril,
On m'a dit, Madame Brosse, c'est bon, c'est acté, on veut absolument de vous, et en tout cas pour ce poste à responsabilité sur à la fois la Martinique et la Guadeloupe, pour une intégration à partir du mois de juillet. Ce auquel je réponds, ok. Alors ça va être un peu compliqué parce qu'il faut que je voie par rapport à mes grossesses, mais en tout cas voilà. J'accepte. Je suis en joie de ce nouveau poste avec les conditions financières que ça entraîne. Et j'ai accouché la semaine suivante, en fait, voilà. J'ai accouché la semaine suivante. Pendant ce temps, je suis toujours en contact avec mon employeur qui, elle, commence déjà à m'assonner de contrats, à me dire, voilà, félicitations déjà pour votre enfant, mais sachez qu'on a vraiment besoin de vous pour le développement de l'agence à la fois en Martinique et en Guadeloupe. Donc, je vous propose un contrat à partir du mois de juillet. Ce auquel je me dis, alors, ça me laisse très peu de temps avec ma fille, 3 mois, que j'étais en train dans l'été. Mais je me dis, ok, j'accepte. J'ai des conditions très bien qui me conviennent. Donc, j'accepte et je prends surtout l'initiative de commencer par travailler en Martinique. Donc le premier mois, donc de tout le mois de juillet jusqu'à mi-août, et de revenir chaque semaine, chaque week-end en tout cas, sur la Guadeloupe. Donc ça veut dire que toute la semaine, j'étais... Tu n'étais pas avec ta fille? Non, je n'étais pas avec ma fille, c'était quand même dur. Ouais. Tu allaitais? Ah oui, non, mais j'étais partie avec mon tire-lait. Ah oui, c'est ça. J'avais mon tire-lait tous les matins, non, en fait, j'avais mon tire-lait. Le midi, j'allais aux toilettes pour tirer mon lait. Le soir, je tirais mon lait également. J'avais fait une belle réserve avant de partir tous les week-ends, donc j'avais mon tire-lait électrique, donc je faisais une réserve pour que mon conjoint puisse alimenter notre bébé. Et tous les jours, tous les soirs, on était en visio, je parlais à Raphaël, et tous les week-ends, je revenais. Mais c'était quand même très dur. Pas simple. Donc j'ai commencé très rapidement à travailler avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, un travail qui demande aussi d'être physiquement sur le terrain, au contact également de mes clients. À chaque fois quand je revenais en Guadeloupe, j'ai envie de te dire que mon conjoint et moi à l'époque on était très très contents. Voilà, voyez-vous. Pourquoi je dis ça? Je pensais que le fait d'allaiter, en fait, justement, conditionnait, comment dirais-je non. Voilà, conditionnait. Donc, comment appelle-t-on cela, le retour de couche? C'est ça, un retour de couche. Et donc, j'ai appris quelques mois, pendant ma période d'essai, que j'étais à nouveau enceinte. Tu avais une période d'essai en tant que cas de 3 mois? 6 mois. 6 mois? J'étais enceinte, Et j'ai découvert que j'étais enceinte en octobre. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'était pas prévu? On s'est dit 2 ans, donc voilà. Donc on a accueilli la nouvelle avec enchantement, mais c'était, il y avait ces responsabilités qui étaient assez intenses. Et donc, je ne l'ai pas dit directement, je l'ai pas dit tout de suite à mon employeur, j'ai attendu ma période d'essai. Et quand j'en ai parlé à ma directrice régionale, qui est une femme, très carriériste, qui m'a dit, écoutez, être enceinte, c'est pas une maladie, vous serez toujours aussi productive, Madame Brosse, je vous fais confiance. Et J'aime beaucoup la compréhension avec la pression. C'est ça. C'est comme ça que je traduis. Absolument, c'est ça. Ok, vous êtes enceinte, mais vous avez toujours des objectifs à tenir et à réaliser. Je compte sur vous parce que nous avons beaucoup misé sur vous. Et je sais que vous pourrez. Et je sais que vous pourrez, absolument. Donc c'est vrai que cette phrase m'a conditionné, a fait que j'ai redoublé encore d'efforts parce que je voulais vraiment montrer que elle avait raison et que j'étais la personne, en tout cas, le choix qu'elle avait fait dans ce recrutement était le bon et que même ma condition physique ne devait pas diminuer, en tout cas, mes compétences et mes actions. Donc, j'ai continué à être encore plus dynamique. Et puis, mon corps, au bout de quelques mois, m'a dit stop. Donc, j'ai fait un début de fausse couche. Pas ce qu'on appelle pas un début de fausse couche. En tout cas, mon corps, j'ai failli faire une fausse couche, comme une fausse couche spontanée, comme on dit. Donc, j'ai été alitée, j'ai fait un cerclage, bref, j'ai dû, bien évidemment, anticiper mon congé de maternité bien avant. Et donc, pendant, je crois, à partir de mon 5e mois, j'étais alitée, j'étais chez moi, allongée, je ne pouvais rien faire. Laisse-moi deviner, tu continues à travailler malgré tout de chez toi?
Un petit peu en télétravail. J'étais un petit peu en télétravail. La grossesse terminée, donc Ina est arrivée, mes 2 bébés sont arrivés. J'ai eu une prolongation sur mon congé maternité parce que mon gynécologue est une personne très bienveillante et soucieuse également que je sois aussi remise d'aplomb pour reprendre mon activité. Donc elle m'a accordé une souplesse pour reprendre un peu plus tardivement. Quand j'ai repris mon activité, eh bien, j'ai été confrontée à des objectifs x2. Parce que pour le coup, quand je suis revenue, eh bien, l'équipe avait changé. J'avais 2 personnes supplémentaires sous ma direction. Et puis, j'avais surtout une comparaison entre ce qui avait été fait en mon absence, qui me conditionnait dans « Regardez, vous voyez, vous n'étiez pas là, on avait fait ça. Donc, maintenant que vous êtes là, il va falloir dorénavant, Madame Brosse, redoubler encore et revenir sur un objectif qui est encore plus cohérent avec ce que vous aviez fait auparavant. » Donc, on me demandait vraiment d'être encore plus productive, de faire énormément, d'accroître le chiffre d'affaires, de développer d'autres clients, de développer d'autres marchés, Saint-Martin, la Guyane, la Martinique, enfin, c'était incroyable. Et donc, l'orgueil, fait que moi, je me disais, OK, elle a misé sur moi, elle me teste. OK, je vais lui montrer que je suis à la hauteur. Donc, j'ai commencé, bien évidemment, à travailler encore plus. À l'époque, j'habitais à Pointe-Noire. Donc, Pointe-Noire, c'est quand même 45 minutes de trajet chaque jour. 1h30, à peu près, avec des horaires de cadre. Donc, je partais très tôt, je revenais très tard. Je déposais mes petites filles à la crèche. Je les récupérais le soir, mon conjoint les récupérait. Enfin, je passais pas énormément de temps avec elles, surtout les week-ends. Mais j'étais omnibulée par le fait que je voulais vraiment démontrer à ma directrice que j'étais cette... comment on dit cette femme un peu badass. Voilà, cette cadre... et que tu étais étais l'incontournable. Et que j'étais l'incontournable. Que tu étais the one. C'est ça. Et il y a eu plusieurs mots qui ont commencé que je n'ai pas écoutés par rapport à mon corps, des petits signes. Tu sais, quand tu manques de sommeil, parfois, tu as l'œil, tu vois, voilà, des petits picotements, des petits soubresauts qui apparaissaient. Et je commençais à avoir un peu d'eczéma au niveau de l'aine de mes bras. Je maigrissais parce que je mangeais peu, bien évidemment. Donc, j'avais pas mal de symptômes qui apparaissaient que je ne comprenais pas, ou alors que j'ignorais, tout simplement. On ignore souvent. On ignore, voilà. Je me dis, bon, allez, c'est bon, on y va. Sachant qu'en plus de ça, j'étais très sportive. Donc, tous les week-ends, non, pas tous les week-ends, je travaillais beaucoup. Tous les midis, j'allais... je me souviens, j'allais à la salle de Libéré, je continue, entre midi et 2, je faisais du sport parce que j'avais besoin de ça. Et j'étais dans mon développement commercial. Mes clients... Alors, la force de frappe de mon entreprise à l'époque, c'était une agence d'intérim. Et pour me démarquer de tous mes clients, c'est d'indiquer que l'agence en question, nous étions d'astreinte tout le temps. C'est-à-dire que je disais à mes clients, contactez-nous à n'importe quel moment, nous sommes là. D'accord ? Pour justement surpasser mes concurrents et indiquer qu'on était tout le temps disponible. Donc les clients m'appelaient H24. Le soir, le week-end, Carrefour d'Estrée, enfin bref, tous les comment dirais-je, les entreprises qui sont en rapport avec la direction, le commerce, service, le BTP, même dans le domaine médical aussi, parce que je mettais en place aussi des intérimaires en tant que technicien de laboratoire. Enfin bref, dans toutes les activités, tout le monde me contactait. Mais surtout, bien évidemment, tout ce qui était dans l'ordre de distribution et commerce, comme les Carrefour, à l'époque, il y avait quoi, les Super U et compagnie. Ils m'appelaient bien évidemment très tardivement parce qu'ils recevaient des palettes de froid, enfin des containers qui arrivaient très tard, et il fallait bien évidemment avoir des intérimaires pour dépoter. Donc on m'appelait très tard. Et donc ça s'est enchaîné pendant plusieurs mois sans que je voie véritablement toutes ces apparitions. Oui, parce qu'en fait, tu avais la tête dans le sac, quoi. C'est ça. Tu ne pensais qu'au travail H24. Le travail. Et un soir, un client m'appelle, il devait être autour de 19h. Madame Brosse, j'ai un camion qui vient d'arriver, j'ai besoin de 10 intérimaires tout de suite. D'accord, ok, alors, attendez-moi. Oh non, mais je les veux maintenant, alors, dépouillez-vous, je les veux maintenant. Enfin, ok, je m'en occupe. Je saisis mon ordinateur, je commence à chercher mes intérimaires, je les contacte, je commence à faire le nécessaire. Entre-temps, j'avais lancé un plat sur
euh, À la cuisine. à la cuisine. Et donc, je prends mon téléphone, prends ma petite fille Ina, qui était encore toute jeune, qui avait quelques mois, qui avait besoin de mes bras. Donc, je la prends comme ça. Je prends mon téléphone, je commence à appeler l'intérimaire. Je suis au niveau de mon souper, au niveau de mon canari, en train de tourner le canari avec ma grosse cuillère en bois. Alors, le bébé dans les bras. Le bébé dans les bras. Le téléphone, canari c'est ça. Et ma première fille, Raphaël, Collée à qui toi. marchait, qui est en train de se tenir à ma jambe. Et je suis là, oui, alors, vous inquiétez pas. Oui, alors, voilà, je vous appelle par rapport... Et là, j'ai comme un flash. J'ai comme un flash parce que je m'immobilise. Je me rends compte que je suis dans une situation où je me mets en danger. Enfin, je mets mes enfants en danger parce que je suis au-dessus d'un canari avec un bébé de quelques mois en train d'avoir une pression pour essayer d'expliquer à l'intérimaire sa mission. Ma fille me sollicite et que je n'ai même pas l'attention pour elle. Et là, je me dis, waouh, ok, qu'est-ce qui se passe? J'arrête la conversation, je dis, écoutez, je vais vous rappeler. Et là, je me pose, je m'installe sur le canapé et je me dis, mais c'est pas possible. Je prends mes enfants, je les serre, Et tu fonds en larmes. Et je fonds en larmes parce que j'étais dans une situation de vulnérabilité totale. Et que ça aurait pu être très très loin. Enfin, je veux dire, les accidents domestiques, ça dérape très rapidement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de signaux qui disent pam, 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 attention, danger. J'aurais même pu recevoir, je ne sais pas, un éclat d'eau chaude sur moi, ou peu importe. En tout cas, j'ai une situation où j'ai voulu gérer les deux enfants en même temps. J'ai commencé à en parler à ma directrice générale pour lui demander d'avoir une souplesse au niveau de mon... Enfin, pas générale, ma directrice générale, pour entamer une disposition de planning différente, pouvoir être sur enfin, avoir le même poste, mais pouvoir avoir plus de temps, avoir quelques heures supplémentaires, enfin, gérer un mi-temps. Ce qu'elle a refusé en disant non, écoutez, vous êtes sur ce poste, on a besoin de vous à temps plein, on vous a payé pour ça, vous avez des responsabilités. Ce auquel eh bien, j'ai dû, en fait, comme elle n'a absolument pas répondu à mes demandes, eh bien, j'ai entamé une rupture conventionnelle. Qu'elle a accepté? Pas tout de suite. Parce que, vu la façon dont elle a réagi précédemment... Elle acceptait pas tout de suite. Ce qui l'a fait plier, c'est plutôt la tâche de son PDG. Parce que, justement, je me suis rapprochée de lui pour lui expliquer la situation. Et lui dire vraiment ce qui s'était pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas expliqué la scène, mais je lui ai expliqué que j'étais vraiment acculée et que j'étais dans une phase où je n'étais plus... je n'avais plus envie d'être cette cadre féroce que je l'étais parce que mes deux enfants aussi me demandaient du temps et je voulais passer du temps avec mes enfants, que c'était important et que le temps c'est sacré. Cet homme est aussi un père de famille, il a compris, il a entendu. Beaucoup plus que cette femme, qui est aussi une femme, une mère de famille d'ailleurs, mais qui n'a pas voulu, en tout cas, ni même écouter, ni même être dans cette compréhension, dans cette empathie avec moi, parce qu'elle considérait, elle, alors après je l'ai compris après, hein, parce qu'elle était, j'ai aussi compris son histoire. Parce qu'elle a aussi sa propre pression à elle qu'elle devait gérer peut-être. C'est ça. Et puis son histoire aussi, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle a des enfants, mais elle les a très peu élevés, elle avait une fille au père, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a mis toute sa vie au sein de l'entreprise pour qui elle travaillait. Donc, elle pensait que j'étais de cette même acabit. Donc, elle ne comprenait pas que j'arrive avec ce besoin de passer du temps avec mes enfants, voilà, et ceci, cela. Cette rupture conventionnelle, elle a été... on revient encore à l'ego, à l'orgueil. Moi, j'étais partagée entre l'échec et le fait de passer du temps aussi avec mes enfants. Parce que d'un point de vue social et familial, les gens te disent « Mais attends, mais t'avais un super poste, tu gagnais bien, t'avais ci, t'avais ta carte, t'avais les entrées partout. Mais quand même, est-ce que je pourrais pas quoi? Est-ce que je pourrais pas être une mère, tout simplement? Est-ce que je pourrais pas justement profiter de mes enfants et reporter cette échéance? Parce qu'en soi, un travail, oui, mais j'ai la possibilité peut-être de refaire différemment. Mais là, tout de suite, là, dans l'instant, j'ai besoin de passer du temps avec mes bébés qui ont moins de Enfin, Raphaël avait 1 an, Ina avait quelques mois. Tu as fait des choix découlant de tes priorités. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, cette situation alors je dis burn-out, je ne sais pas si... parce que ce sont des choses que j'ai... on peut dire que je les ai vues assez vite, finalement. J'aurais pu conserver cette situation, rester... Entre le moment où tu es revenue après ton congé de maternité
et le moment où vous avez signé cette rupture conventionnelle, combien de temps s'est écoulé? Ah ben, ça va être très court. Je suis arrivée en septembre 2012 et j'ai fait ma rupture en mars 2013. Oui, ça a été rapide. Ouais, ça a été rapide. Tu t'es sauvée rapidement. Oui. Oui, mais c'était. Mais encore une fois, par rapport à tous les symptômes que j'avais, cette perte de poids, cet eczéma, l'œil qui tressaute, enfin, il manquait plus que la perte de cheveux, c'était fini. Mais, mais c'est vrai que même autour de moi, je me suis dit, ok. Et puis en plus, je faisais beaucoup de sport, donc je maigrissais encore plus. Donc j'étais pas bien. Et surtout, j'avais le combat même que j'avais fait par rapport, que tu connais, hein, ce combat pour avoir mes enfants dans des conditions naturelles. Non, je voulais pas qu'on prenne ça. Et puis j'avais aussi, je pense que je m'en suis encore, je m'en étais voulu aussi parce que j'avais déjà perdu quelques semaines avec Raphaël. En partant en Martinique en juillet, la période d'allaitement qui était quand même importante, ces semaines-là, je les avais pas vues et ça m'avait fait souffrir quand même. Donc non, c'était important de dire stop parce que j'avais déjà beaucoup donné. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux choses qui ont permis que tu t'en sortes, entre guillemets, assez rapidement de ce burn-out? C'est la conscience que tu as eue à un moment T de ce qui était ta priorité. Parce que même si, en effet, le bien-être matériel, tu as envie d'acheter des choses, tu as envie de faire plein de choses, etc., 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 mais ce qui remontait à la surface en tant que priorité, c'est la mère. Et comme tu le dis toi-même, tu as eu les difficultés que l'on sait, l'histoire que l'on sait par rapport à l'arrivée de tes filles. Tu as eu cette capacité à prendre du recul. C'est vraiment quelque chose qui te colle à la peau, hein, cette capacité à prendre du recul. Merci. Parce que tu as eu cette capacité de prendre du recul et de t'observer. Et je crois que ce qui arrive souvent dans des cas de burn-out, c'est qu'on ne voit pas, justement. Les signaux dont tu parles, les gens ne les perçoivent pas. On les réalise souvent après coup. Ah oui, je me souviens, j'avais eu j'avais des maux de tête à cette période-là. Ah, j'avais ci, ah, j'avais ça. Mais c'est après. C'est vrai. La blessure de l'abandon aussi m'a conditionnée, de nature abandonnique. Je n'avais pas envie de reproduire, en tout cas de perdre mes enfants. Et on passe énormément de temps sur le travail. On passe 70%, enfin c'est pas moi qui explique, mais 70% plus moi, ce trajet en plus. Alors j'arrivais, j'étais éreintée, j'étais fatiguée. Et les enfants, j'étais pas toujours... j'essayais autant que faire se peut d'être réceptive, mais je laissais pour le coup beaucoup mon conjoint gérer tout ce qui était le soir. J'arrivais juste pour les embrasser, leur chanter une petite chanson, mais je n'avais pas la force vraiment d'être présente. Et le week-end, j'avais qu'une envie, c'était dormir. Et non, donc c'était compliqué. C'était très compliqué. Et à quel moment tu t'es mise d'accord avec ton ego pour lui dire écoute, c'est bien gentil ton histoire là, mais ce n'est pas un échec. Ça t'a pris du temps? Pas tant que ça, parce qu'en soi, finalement, je me suis dit que qu'est-ce que je voulais vraiment en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux vraiment être une bonne mère, je veux vraiment passer du temps avec mes enfants, je veux vraiment être là pour elles. Et ce travail, ça reste un travail, c'est éphémère. Je peux perdre un travail, on peut perdre un travail, on peut en prendre un autre, peu importe. Mais des enfants, le fruit de mes entrailles, qui m'ont pris quand même chacune pas mal d'heures à l'accouchement, non, nécessité bien évidemment que je sois là. Et ces premiers instants sont des instants qui sont importants. Chaque instant, enfin je veux dire chaque minute, chaque temps passé avec ces enfants sont des instants qui sont sacrés. Et j'en avais déjà perdu avec Raphaël. Je voulais accueillir en plus ces deux enfants qui étaient des enfants très rapprochés, qui demandaient beaucoup d'attention, un peu comme des jumelles, parce que j'avais quand même 2 bébés avec moult biberons, moult langes, tu vois. Donc, si j'avais, même dans une configuration différente, ça aurait été, mais là, c'était encore plus compliqué. Donc, comment on se remet de burn-out? Alors, moi, je m'en suis remis dans toutes les activités que j'ai pu faire après avec elle. C'est-à-dire que j'ai découvert aussi surtout le développement personnel. Enfin, j'ai découvert, je le connaissais déjà, mais l'appliquer, être dans cette paisibilité, dans cette bienveillance envers soi-même, dans ces soins
passer du temps avec ses enfants, prendre du temps aussi pour soi, hein, dans la méditation, dans les soins, dans les massages, prendre le temps, vraiment. C'est quelque chose qui a été et qui s'est installé en fait très rapidement parce que ça m'a permis justement de reprendre mes études, de prendre Tu n'es mes pas activités. retournée tout de suite dans le monde du travail? Non, non, j'ai repris mes études parce que je voulais après, en revenant justement sur le développement personnel, je me suis orientée sur le coaching. J'ai été certifiée, je me suis formée et j'ai entamé beaucoup de formations dans ce sens, la PNL, l'analyse transactionnelle, la communication non violente. Et tous ces éléments-là ont été importants aussi en soi. Et ils ont surtout cristallisé le fait que c'était le bon choix. Parce que même dans ma relation professionnelle avec ma directrice régionale en l'occurrence, on n'était pas dans un rapport très sain finalement, mais plutôt même dans un rapport de rivalité. Donc au-delà même du fait d'être partie pour des raisons familiales, il n'aurait pas été bon de rester dans un cadre pareil parce que j'aurais été conditionnée pour être, voilà, allez, il faut faire travail. Non, je n'avais pas besoin de ça en fait. Puis c'était pas mon entreprise encore une fois. Donc non, je pense que ça a été très salvateur de comprendre, d'intégrer ça. Et puis même financièrement, on ne perd pas finalement. Enfin, je veux dire, j'ai changé en fait aussi mon mode de vie. J'ai appris à moins dépenser, à faire d'autres choix. Et ça ne m'a pas démunie, ça ne m'a pas dénaturée. Au contraire, j'ai commencé à faire mon petit jardin créole, j'ai commencé à cuisiner différemment, j'ai acheté moins de vêtements, enfin, j'étais moins dans le fast fashion. Voilà. Et finalement, c'était bien. Enfin, ça reste bien parce que c'est quelque chose que je continue à entretenir, mais ça m'a ouvert l'esprit. Voilà. Ce sont des choix de vie qui m'ont permis de voir les choses différemment, de consommer différemment, d'aborder les choses de manière plus consciente, de prendre du temps pour moi, pour mes enfants, et de moins être dans cette agitation. Parce que je crois que voilà, voir les clients, ceci, cela, et puis... On se laisse emporter Oui. par le mode de vie occidental. Oui, c'est ça. Où on est dans l'urgence, on est dans la productivité à outrance, dans l'hyperconsommation. Ça, c'est mon point de vue. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi, ce sont tous ces éléments qui conduisent au burn-out. Oui, c'est un peu ça. Alors, burn-out, quand on dit, c'est se brûler, en fait. Hein. Mais oui, j'ai peut-être senti, en tout cas, ce feu en moi, cette agitation. Mais j'ai décidé de l'éteindre. Voilà. J'ai décidé vraiment de ne pas me laisser consumer par cette volonté d'être la professionnelle qu'on me demandait d'être. Parce qu'en soi, je suis maintenant la professionnelle que tu avais envie d'être. Que j'ai envie d'être et que je suis maintenant aujourd'hui à mon compte. Tu n'as plus jamais été salariée après cela? Si, mais avec une planification différente. Je n'ai jamais été à temps complet parce que je voulais vraiment avoir la possibilité de continuer à travailler, exercer à côté pour avoir justement mes activités de coaching, mes activités de formatrice. Donc, les deux sont compatibles aujourd'hui. Tu as su trouver ton équilibre en fait. C'est ça. Et c'est ce que je souhaite à toutes les femmes, d'être dans cette paisibilité. C'est important. Alors, je crois qu'il est important aussi de dire, de rappeler qu'il y a des gens qui aiment être salariés et ça va très bien, qu'il y a des gens qui aiment être entrepreneurs et ça va très bien aussi, que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. En fait, je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut pour soi et là, on se sent le mieux. Parce que des entrepreneurs en burn-out, il y en a aussi. Ce n'est pas parce qu'on est salarié, tout simplement, qu'on peut être en burn-out, pas du tout. Donc je pense que c'est important de le préciser. Et toi, tu as su trouver ton équilibre, ça, je trouve ça génial. Merci. Et tu as su tirer parti de tes expériences. C'est ça, une de plus. Non, mais après le podcast, je te propose l'écriture. Ouais. Hein? Ça pourrait être sympa. J'ai déjà commencé. Voilà. Tu fais ça en plusieurs tomes. Ouais. J'ai déjà commencé. D'ailleurs, notre première rencontre, c'était ça. Tu m'avais dit, Sylvia, prends ton petit carnet. Ouais. Absolument. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Qu'est-ce que tu auras envie de
de façon générale, de dire par rapport à toutes ces femmes qui sont dans une grosse pression professionnelle? On en revient encore avec le mot feu, le burn, ne pas se laisser consumer de l'intérieur par tout ce qui n'est pas forcément nécessaire. En fait, c'est l'extérieur en fait qui vient mettre cette pression et qui nous dit voilà, il faut que tu. Mais finalement, en soi, on peut, en faisant les choses différemment, on doit se prioriser avant tout parce qu'on n'a qu'une vie, parce que le temps est court, parce que c'est important d'être au cœur même de ces choix, de ces décisions. Moi, mes enfants, mon conjoint, tout cet équilibre-là ne doit pas être entaché par des éléments extérieurs qui viennent nous conditionner pour obtenir des choses qu'on n'a pas forcément demandées, en fait. Et dont on n'a pas forcément besoin. Oui. Donc, stop, mesdames. Ressaisissez-vous. Merci beaucoup, Sylvia. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi. Merci à toi. Alors, je jette une bouteille à la mer. J'espère que la prochaine fois qu'on se croisera, c'est pour le tome 1. OK? OK. Bon, Okay. Lego, j'ai pas demandé à Lego de prendre le relais et de te mettre une pression pour l'écriture. Non, les craintes. Les choses viennent comme elles doivent venir. Ça marche. Merci à toi. Merci Hélène, merci encore. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.